va commencer. Bonjour. Alors avant toute chose, je vous laisse un peu, on est à la fin du programme. On va commencer, il y a deux ateliers pendant les vacances de la Toussaint. On va commencer un autre programme qui va sortir en novembre. Donc je vous préviens déjà, parce que là on va commencer les grandes manœuvres d'installation, etc. dans le musée. Le plus pratique pour vous, pour nous, c'est de faire des 2-3 pauses café qu'on fera cet hiver, on fait une version live, parce qu'on va avoir quand même pas mal de choses à faire, sur mon théâtre. Donc je vous mets ça en grand, estampillé, bien visible, dans le foyer. Alors on vous fait vous promener, etc. Je sais, ça devient un peu usant, mais je ne cache pas que ça l'est un peu pour nous aussi. Voilà. Donc une prochaine programmation avec plein de nouvelles choses. Donc voilà, je tenais à remercier M. Ferrand, qui est le président de la Société d'Histoire de Craponne, la région de Craponne, qui a accepté de nous faire cette conférence. Alors c'est en lien aussi avec les 30 ans de Saint-Jacques. Voilà, on essaie de rebondir sur l'actualité. Et comme on a quelques éléments pour une belle borne, un morceau de borne dans la collection, c'était une occasion à saisir. Voilà. Donc, merci. Voilà, et bien bonjour à tous. D'abord, c'est avec un grand plaisir que je réponds à l'invitation d'Edith Laëlec de venir vous parler de la Bolène. Je ne suis pas certain d'être le plus compétent pour ça, mais je vais vous parler au moins du secteur que je connais bien, en particulier celui du nord du département, au-delà de Saint-Julien. Et puis, le deuxième sujet, c'est la borne dite de Chambly. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la direction du musée nous a fait le plaisir de la déplacer dans l'entrée. Donc vous l'avez vu sur sa palette, elle n'est pas un peu comme on a l'habitude de voir les colonnes milliers, mais au moins vous pourrez la voir de près tout à l'heure et la toucher, vous en imprégner, ce que je souhaite. Voilà. Alors, pour préparer cette intervention, je me suis largement inspiré des travaux de l'abbé Duffieux, auxquels j'ajouterai une cinquantaine d'années de reconnaissance de terrain, en compagnie de nos amis Marcel Bordet, Jean Aurel, Roger Mathieu et Serge Tavernier. Je voudrais encore préciser que je me suis particulièrement attaché à la partie nord du département, celle que je connais le mieux, et dont le contexte est le plus significatif. Il faut que je m'habitue un peu. Voilà, alors pour comprendre la Bolène, il faut l'observer et la parcourir en tous sens, pour bien sentir, selon les mots de l'abbé Duffieux, l'empreinte indélébile de voies préhistoriques dont elle reste à jamais marquée. Voie de sommet par excellence, elle reliait entre eux des habitats et des lieux de pratiques religieuses et hauts lieux. Pour les hommes de la préhistoire, aucun acte pratique n'eut en même temps une valeur religieuse. Voyager à leurs yeux n'était pas seulement aller d'un endroit à un autre, c'était autant honorer à cette occasion les puissances supérieures. Or, nulle part ailleurs, mieux que sur les sommets, l'homme ne s'est jamais senti plus intimement lié à la divinité. Alors, malgré l'ancienneté de la voie, le nom est d'origine médiévale, probablement dérivé du patois boula, ou bouva, qui signifie borne, limite. Il désigne donc une voie bordée de pierres plantées, et pour l'abbé Duffieux, cette définition suffit à montrer que nous avons bien affaire à un terme générique, non à un nom. Il faut noter qu'une autre Bolène existe dans la plaine du Forêt, sans rapport avec la nôtre, et une autre même en Haute-Loire, du côté de Rosières. Et la commune de Craponne, pour s'en tenir à ça, comporte un lieu-dit, un nom de lieu-dit qui est les Boulènes. Donc il y a un pluriel, et en fait ce lieu-dit, il est attesté en 1540 et 1607, comme les plus anciennes estimes, et il est précisément au croisement de notre Bolène, celle dont je vous parle,
avec le chemin de Polagnac à Orserolles, également dénommé chemin vicinal de Voray au Boulaine. Mais la Bollaine est souvent appelée à tort voie Bollaine, ou pire via Bollena, sorte d'hybride, accolant à un mot latin un terme d'origine obscure, mais de signification rapprochée. En fait, l'ancienne forme du patois est Boulena, ou Bouleno. Vous entendez, la finale est atténuée, c'est ni un A ni un E. Ce que confirme Ulysse Rochon, qui écrit le terme de via Bollena est une adaptation du patois vio Boulena, que n'appuie aucun texte latin. En conséquence, comme l'a écrit très justement l'abbé Duffieux, parler simplement de pollen et non de voie Bollaine sera contribuer à détruire un mythe qui n'a que trop longtemps égaré les recherches. Notre voix n'a que faire d'une origine prétendue, il lui suffit de son ancienneté, du rôle à la fois utilitaire et religieux qu'elle a joué depuis des millénaires, loin de la déposséder, en lui refusant un titre fallacieux de la servir. Alors, à notre connaissance, l'utilisation du terme Bollaine ne se retrouve qu'en forêt, Velay et une partie du Gévaudan. Pour autant, notre voie se poursuit bien de part et d'autre de ces régions pour constituer un itinéraire plus conséquent, et ce, dès l'époque gauloise. De ce fait, elle est bien reconnaissable sur la table de Petit-Niger au nombre des principales routes du monde romain, et Garde des Fauchés la désignera en 1777 comme l'ancienne route ou estrade publique venant de la ville de Lyon en celle de Toulouse. Et il n'avait rien inventé, cette appellation se retrouve dans les textes anciens. Alors ici, vous voyez, je ne sais pas si ça va marcher, ici vous voyez mon curseur. Alors notre Bollaine, elle se situe sur l'itinéraire de Lyon, de Nome, Feur, et vous voyez, on descend, et là, sur cette carte, tout n'a pas été mentionné. Par exemple, ici au Magot, Husson en forêt n'est pas mentionné, mais il se trouve par là. Et vous avez Ruessio, donc notre Saint-Paulien, et puis on passe chez les Gabales, avec Andériton, qui est situé à Jarol, où il y a des fouilles, il y a un musée, je vous conseille d'y aller, le musée est très intéressant. Et puis après, on arrive à Rodez, Cahors, et de Cahors, il y a une bifurcation qui n'apparaît pas bien sur cette carte, donc on peut aller soit sur Bordeaux, soit sur Toulouse. Donc voilà pour l'itinéraire. Et voilà la table de Petit-Niger. Alors, c'est pas une carte à proprement parler, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un document qui est une reproduction médiévale du nom d'une table antique, une carte des voies antiques de Rome. Alors, c'est un document qui est composé de 13 parchemins, je crois. Et ça fait une longueur de presque 7 mètres de long sur 33 cm de haut. Autrement dit, le monde a été très aplati, mais c'est un document extrêmement précieux parce qu'il nous livre les noms de principales villes romaines, et il y a une mention de distance également entre ces différentes villes. Alors que je vous les ai entourées là. Ici on est à Lyon, Lyon, Feur, Rome, c'est le de Rome. Après on passe à Moins, et après ici au Magot, c'est Husson en forêt. Et après on saute directement à Saint-Paulien, et puis on passe à Condat. Condat, c'est le carrefour, c'est le confluent en fait, où la Bollaine passe, franchit l'Allier. Et donc après on se retrouve en Gévaudan. Alors je passe sur les petites localités. Je vous ai entouré Rodez, après Cahors, et vous voyez qu'à Cahors, il y a la branche du haut qui va vers Bordigala, Bordeaux, et la branche du bas, Tolosa, Toulouse. Donc vous voyez notre petite Bollaine
elle est un tronçon de cette grande voie qui est attestée dès l'époque gallo-romaine. Alors nous savons de sources certaines que la Bolène a été largement utilisée par les Romains, qui l'ont aménagée et dotée d'un certain nombre de bornes milliaires, celles dont on parlera tout à l'heure. Mais parallèlement, ils l'ont aussi doublée d'une voie spécifiquement romaine à caractère stratégique, appelée sans équivoque par les paysans chemin de César. La distinction est bien marquée avec la Bolène, route civile avant tout, civile et commerciale. Contrairement à la Bolène, cette nouvelle voie ne dessert aucun centre anciennement habité. Au contraire, elle les évite avec soin. Bien plus encore, comme si un interdit avait continué à jouer après la chute de l'Empire romain, les hameaux les plus récents se sont tenus d'ordinaire à l'écart. On a une seule exception, c'est le village d'Orserolles. Orserolles, il y a une explication. Il y avait un fort autrefois à Orserolles. Il y avait un fort dont il restait une tour en 1607 et cette tour a été démolie au début du 19e siècle. Donc c'est relativement récent. Et on peut penser que ce fort a supplanté un bâtiment plus ancien qui devait participer à la surveillance de la voie. Donc voilà pour Orserolles. En second lieu, le chemin témoigne de la maîtrise du constructeur par le soin qu'il apporte à éviter les pentes trop rudes et à adoucir les autres par de majestueux circuits. Auguste Aymar, qui le prenait pour la Bolène, sur la foi des planches de cadastre, a pu écrire avec raison qu'il révèle la science de l'ingénieur appliquée à des convenances stratégiques et militaires. Enfin, mis à part les bois de Montbouillou, où en rencontrant la Bolène, il participe à son ambiance, le chemin de César, nulle part ailleurs, ne longe ni mégalithes, ni vestiges de mégalithes. La toponymie ne révèle sur son parcours qu'un important ouvrage de défense, c'est la Châtre, de Beaudissou, je vous le situerai tout à l'heure, sur la carte. Peut-être un ouvrage secondaire, celui dont je viens de vous parler, et sûrement une auberge pour voyageurs, la Tavernole, lieu-dit à l'intersection de la route de Craponne à Fraisse. Jean-Jacques Hack a bien résumé le rôle des voies romaines, qui était d'abord d'assurer la poste impériale avec les provinces, le cursus, ensuite de transporter jusqu'aux extrémités de l'Empire la solde des légions fournie par l'impôt des cités, et à partir du IIIe siècle, l'annone, qui était un impôt payable en nature à destination des troupes en marche. Enfin, il s'agissait d'assurer la circulation des légions dans les meilleures conditions de rapidité et de sécurité. Après les grandes invasions qui ont su tirer profit de cette voie romaine, de cette voie stratégique, le chemin de César, devenu peu sûr, voire dangereux, à parcourir, a été progressivement délaissé, ne servant qu'aux riverains pour accéder à leurs parcelles. Tandis que les marchands, et plus tard les pèlerins, qui se rendaient au Puy et à Saint-Jacques-de-Compostelle, ont continué d'utiliser la Bolène exclusivement. D'ailleurs, il y a un lieu-dit sur le chemin de César qu'on peut retenir, et qui est simplement le bois de Tranche-Bourse. Donc ça veut tout dire de la réputation de l'endroit, au Moyen-Âge. Pour autant, le souvenir est resté bien présent, dans les terriers comme dans les toponymes utilisés par les gens du pays, qui ont toujours cru et enseigné que le chemin de César était une voie romaine, tendant de Lyon à Toulouse, que cette voie n'avait absolument rien de commun avec la Bolène, et qu'elle n'avait que faire d'un prétendu détour par Feur. L'abbé Duffieux a beaucoup interrogé les vieux paysans, parfois en prêchant le faux pour connaître le vrai, et il m'avait confié que jamais aucun n'était tombé dans le piège de la confusion. Il aimait bien les aborder en leur disant on est sur la Bolène, ah non, là c'est le chemin de César. Les paysans, à l'époque, bon, il a fait son travail dans les années 1950 et il a terminé en 69. Et donc, vous voyez, à cette époque, les vieux paysans savaient encore faire le distinguo entre les différents noms de parcelles. Après est venue la rénovation cadastrale qui a dénaturé
Heureusement, l'abbé Duffieux, qui connaissait admirablement les langues anciennes et le patois local, ce qui est extrêmement important, a mené un travail d'enquête minutieuse dans les terriers, le cadastre d'au moins 10 communes, et surtout auprès des vieux paysans, avant que les campagnes de rénovation cadastrale ne viennent occulter une grande partie des anciens toponymes, comme je viens de dire. Il est ainsi parvenu à faire un tri salutaire dans une foule de contradictions. Et c'est une partie de son travail que je vous livre aujourd'hui. Alors ici vous voyez sur la photo, quand j'ai pris la photo, je me trouvais sur la voie romaine. Celle que vous voyez, et vous voyez montant d'un côté, descendant de l'autre, la Bolène. Donc on voit bien l'empreinte de Rome, l'emprise de Rome sur la Gaule. Là c'est vraiment significatif à cet endroit-là. Et vous voyez, la voie romaine stratégique était une voie construite, alors que la Bolène c'était une voie qui héritait des anciennes pistes. Donc on voit bien la différence. À ce carrefour, je vous resituerai tout à l'heure sur la carte, que la carte d'état-major a baptisé des Cyclades. Alors ça fait grec, mais en fait chez nous ça ne pouvait pas être des Cyclades, c'était plutôt des Usclades. Les Usclades c'est des lieux de forêt qu'on a défrichés par le feu. Voilà, c'est à peu près ça que ça veut dire. S'il y a des patoisements dans l'histoire, n'hésitez pas à intervenir. Je ne suis pas un spécialiste de la question. Alors voici, pour revenir au sujet proprement dit de la Bolène, voici le tracé général de la Bolène dans le département de la Haute-Loire, tel qu'il peut être établi aujourd'hui. Donc vous le voyez qui entre dans le Velay, dans le département, pas dans le Velay, à Pont-à-Péran, Craponne, Chomilly, Bellevue-la-Montagne, jusqu'à Saint-Paulien. Et pour le sud, vous voyez, j'ai mis des pointillés parce qu'il y a plusieurs hypothèses, donc je ne me lancerai pas là-dessus, mais on pourra en reparler tout à l'heure, parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui posait bien la question de cet endroit. Donc j'ai représenté en noir des parties certaines et mis en pointillé le sud du département où le point de franchissement de l'Allier à Condat fait encore l'objet d'hypothèses diverses. Tout en préférant la thèse de Roger Gounod pour un passage au pont de Vabre, je laisserai à ceux qui connaissent mieux que moi le soin du secteur de donner leurs sentiments tout à l'heure. Alors, prenons le tracé de la Bolène à partir d'Usson-en-Forêt, puisque le Velay autrefois commençait à Usson. Donc je vous ai représenté en bleu la Bolène. Donc vous voyez, alors on ne va peut-être pas trop, je vais vous signaler simplement là. Et vous voyez qu'arrivé à ce carrefour, on voit arriver une voie de votre droite. Et cette voie, c'est le chemin de César. Donc vous voyez que le chemin de César, il côtoie la Bolène chez nous, mais il s'en détache complètement à l'extérieur, et notamment en forêt. Il ne passe pas à feu, même si certains veulent absolument qu'il y passe. En fait, de cet endroit-là, il passait juste au nord des Beaux-Buissons, il passe au village de Pierre, et après il descend en direction de Saint-Rambert, et de là, après, il rejoint l'île. Donc je reviens sur la Bolène. Et ici, la route moderne l'emprunte, jusqu'à Luçon, pratiquement. Et ici, à cet endroit-là, vous voyez que il prend la petite route qui mène à Jouanzec. Et à Jouanzec, on passe devant l'une des croix les plus belles du secteur, qui est une croix celtique. Ensuite, et qui est une croix de Saint-Robert.
ici une deuxième croix qui s'appelle la croix des Fourches. Et j'ai eu le plaisir dimanche, en prenant quelques photos par là-bas, de voir que sur l'entablement de la croix, il y avait de petites tas de pierres habituelles que les pèlerins mettent lors de leur passage, comme dans le sud, enfin plus au sud. Et puis de là, elle descend tout droit. Juste ici, elle emprunte un petit vallon qui est difficilement praticable aujourd'hui à pied, pour arriver à Pontempéra, lieu de passage de l'Anse, la rivière Lance. Alors, le chemin de César, les stabilos ne sont pas tellement passés au Scan, on les voit peu, mais arrivé ici, le chemin de César, il passe par ici, il fait une boucle, comme il en a l'habitude, pour prendre les pentes du terrain et avoir un tracé plus confortable. Voilà pour jusqu'à Pontempéra. Après, on revient ici, Pontempéra, pour aller jusqu'à Craponne. Donc, la Bolène, toujours en bleu. Donc, vous voyez, elle monte de Pontempéra, elle franchit la côte tout droit. Elle s'occupait pas des côtes. Et ici, bon, elle reprend par endroits la route actuelle, sauf à des petits endroits comme ici. Vous voyez cette partie où celle-là, voilà, jusqu'ici, où on a encore l'ancien tracé qui est tout à fait praticable. Et on arrive à cet endroit-là et c'est le lieu des Bolènes dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez que le chemin de César n'est pas là. Donc après c'est la route actuelle jusqu'à Malaveille. Malaveille c'est la mauvaise vieille. Donc c'est encore un nom. On a la Bélina à côté, la sorcière. On a le Mochier, le mauvais rocher. On a deux chemins des morts. Le chemin des morts de Ranchou et le chemin des morts de Polignac. Vous savez, ces itinéraires antiques qu'on faisait parcourir par les morts, et à certains endroits, il y avait même des pierres spécialement adaptées pour poser le cercueil. Là, malheureusement, on n'a plus aucune pierre, si toutefois il y en a eu. Donc, et là, la Bolène, à partir de Malaveille, elle a son tracé ancien. Et les anciens du coin l'appelaient quelquefois le chemin vieux. Ce qui montre bien, par rapport à la voie romaine, qui est plus au sud, ici, qui montre bien la différence. Eux la faisaient, la différence. Donc elle arrive à Craponne, et puis au pont de la gare, hein, là, lorsque la voie ferrée a été créée, on a complètement bouleversé le terrain, donc il y a un endroit où on la voit arriver, puis on la voit repartir de l'autre, mais il en manque un petit bout. Et donc elle traverse Craponne, dont elle a été l'épine dorsale. Comme d'ailleurs à Luçon, comme à Chomly, comme à Bellevue-la-Montagne, comme à Saint-Paulien, la Bolène est une voie qui structure les habitants. Contrairement au chemin de César, alors on va revenir à Pontempéra pour montrer le tracé du chemin de César, donc de la voie romaine, et il est un peu en mauve, hein, donc je vous le suis, et là elle prend la côte, il y a une côte assez rude, et de biais pour épouser les courbes de niveau, et après elle fait un virage pour se retrouver en face de Polignac, et après à Aldersroll, et après elle est tout à fait agréable à parcourir. Donc on arrive à Aldersroll, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous voyez la carte IGN a mentionné chemin de César. Là, pas de doute, c'est l'appellation commune. Alors, je m'arrête ici, à cet endroit-là, parce que c'est là que se situe le lieu-dit La Châtre, lié entre ces deux routes. La Châtre qui est un castrum, en fait, hein, un lieu de surveillance de la loi. Et une petite anecdote, l'abbé Duffieux me parlait toujours de la Châtre et me disait là, il faudrait fouiller parce qu'à coup sûr, on va trouver quelque chose.
Et puis je lui ai dit, mais attendez, je vais regarder mes photos aériennes. Et j'avais remarqué sur la photo aérienne des traces de structures alignées sur la photo de 63 et celle de 48. Et on a confronté nos deux avis et ça correspondait exactement à cet endroit-là. Donc la toponymie rejoint l'observation pratique. Et juste à côté de la châtre, donc, ici on a l'échafaud, qui est un endroit un petit peu plus surélevé. C'est pas une montagne, hein, mais il y a une bosse. Et de là, on surveillait très, très facilement toute la voie, du moins dans cette partie-là. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, Orserolles devait, comme elle est, Orserolles est à l'endroit où on bascule, il devait surveiller depuis là. Donc vous voyez, on a au moins deux endroits de surveillance tout à fait évidents. Et donc notre chemin de César, il continue par là. Et on va le retrouver sur la carte suivante. Alors malheureusement, j'ai dû la basculer, alors ça va vous faire pencher un petit peu la tête, sinon vous n'auriez rien vu. Donc ici, on est à Craponne. Hein. Craponne, là, ce que vous voyez, c'est la route actuelle pour Abupuis. Hein. Et donc, on reprend le tracé bleu, qui est celui de la Bolène, et qui emprunte la rue Saint-Roch. C'est pas un hasard, là aussi. On a une statue de Saint-Roch au début de la rue Saint-Roch. Et puis, en continuant, elle arrive à la chapelle de Saint-Roch, encore Saint-Roch, et elle continue. Alors, dans cette partie-là, il y a encore un tracé tout à fait significatif de la Bolène, avec ses pierres sur les côtés, qui ne sont pas toutes, mais on voit bien qu'il y a eu un alignement continu autrefois. Et puis après, on arrive à Fenérolles, à un endroit où la route de Douillou, la route actuelle, reprend le tracé de la Bolène qu'on peut suivre. Alors jusqu'à Douillou. À l'entrée de Douillou, là on a un mégalithe, on a une croix qui s'appelle la croix du Rabu. Le Rabu, c'est le Robi, c'est l'une des formes du démon. Et ça s'est rapproché, et Saint-Robert s'est rapproché, a souvent supplanté le Rabu et le Robi. Donc on a donc cette croix, et dans le village de Douillou, on a un triple empilement de croix. On a une croix qui surmonte une niche qui avait jusqu'à récemment une statue de Saint-Roch, encore lui, et au-dessus de la niche, il y a une croix de pierre puisque c'est un mur d'un hangar, il y a une croix de pierre qui dépasse le toit du hangar, et cette croix de pierre est surmontée d'une autre croix de fer, et dans le croisillon de la croix de fer, on a encore une croix découpée. Donc il y a vraiment une insistance religieuse qui est extrêmement importante. Et puis il y avait une deuxième statue de Saint-Roch dans la maison de Béate du village de Douillou, qui malheureusement a été volée en 2002. Donc on continue notre Bolène et on arrive au village de Montdouillou. Alors pour ceux qui connaissent le lieu, Montdouillou, c'est vraiment percher la Bolène, comme à son habitude, elle gravit la pente tout droit. Et puis, alors dans Montdouillou, c'est peut-être pas que je parlais tout à l'heure, elle redescend donc de l'autre côté, elle traverse un peu des prairies, et puis dans le bois elle se perd un petit peu, mais on arrive à la suivre quand même, et puis on la retrouve avant le fameux carrefour des Cyclades, des Usclades, et là, elle est coupée par la voie romaine que vous voyez ici, et qui, elle, avec son tracé majestueux, mais comme vous le voyez, il n'y a vraiment aucun lieu habité dessus, et donc la Bolène
reprend ses esprits, j'allais dire, pour franchir la voie romaine et redescendre frais sur Miolet. Et alors j'ai oublié de vous dire que ici vous avez la carte IGN mentionne une fontaine antique qui porte le nom de Manigrol. Alors le nom est assez énigmatique, même si en patois la grande c'est le corbeau. Donc, et vous voyez qu'il y a un petit chemin qui y mène depuis la voie romaine et un autre depuis la Bolène. Donc c'est vraiment une fontaine qui était utilisée par les voyageurs de l'une et de l'autre voie. Et puis il y a un endroit ici qui est assez particulier, qui se voit de moins en moins parce que les bois poussent, mais où la Bolène avait sur 800 mètres à peu près une largeur tout à fait impressionnante. Alors on s'est demandé ce que ça pouvait être. On a pensé à une voie de garage, mais je ne sais pas si la circulation des chariots sur la Bolène était si importante que cela. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Ici, elle croise une autre voie qui vient d'Argentière et qui se dirige sur de Monteil, Saint-Pierre-du-Champ, et qui porte un nom, la Chalenconne. Donc elle est liée au site de Chalencon qui se trouve au sud-est. Alors, on continue toujours notre Bolène. Je l'ai dit jusqu'à Miolet. Et là, à Miolet, on traverse la route actuelle. Et puis, on se trouve après dans un communal pour franchir l'Arzon. Sur un pont qui est assez curieux. Il y a actuellement une passerelle, mais autrefois, il y a eu un pont qui portait un nom, c'était le pont Rousier. Alors, bon, certains ont vu aussi dans Rousier, Roubier, Roubi, la trace du démon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais toujours est-il que si vous allez là-bas, regardez bien les piles du pont, et pour moi, elles sont antiques. Il y en a au moins une qui est antique. Maintenant, je peux me tromper. Alors j'ai oublié de vous dire que ce communal qu'on traverse, là, qui est assez pentu, tout rocailleux, il se nomme la Trioule. La Trioule, c'est la tuile. En général, ça révèle un endroit où il y a eu un dolmen. Et donc pourquoi pas. Maintenant, en ce moment, il y a aussi une pierre intéressante, on sort de l'époque du total. Sur ce communal, il y a une pierre qui porte encore les empreintes des coins carrés. Donc c'est assez intéressant à observer. Et elle est restée en place, sauf si quelqu'un est venu la chercher. Donc là, on franchit l'Arzon sur ce pont rouvier. Et alors là, il faut remonter. Là, je ne dis pas, c'est pas le chemin de César. On imagine mal des troupes romaines gravir cette pente, et on arrive à l'entrée de Chauny. Et toute la traversée de Chauny est structurée par la Bolène. Et j'en profite, Madame la maire de Chauny est parmi nous, pour féliciter Chauny parce que la Bolène est balisée avec des explications tout à fait intéressantes pour traverser. Alors maintenant, de Chauny à Bellevue-la-Montagne, alors on est toujours à l'horizontale. Hein. Donc vous voyez la Bolène traverse le bourg de Chauny, et puis elle reprend un petit bout de la route actuelle, et après elle prend la route de Santenac, et elle traverse Santenac, Lieboudou, elle franchit la Chamalière dans le creux, et on la retrouve qui rejoint la route actuelle entre Chauny et Bellevue, dans un virage. Quand vous avez passé, en venant du Puy, quand vous avez passé Bellevue, que vous descendez au fond, vous avez un grand virage à gauche,
et vous voyez la Bolène dans toute sa beauté face à vous qui descend vers la Chamelière. Un endroit très, très intéressant. Et là, on remonte, encore une fois, vous voyez, la rue vivante, jusqu'à Bellevue-la-Montagne. Quelle structure aussi, hein. Je ne parle pas de la partie moderne du bourg, mais et là, on retrouve notre sens vertical. Et ici, encore une fois, elle a son tracé le long du terminal, jusque là où elle prend la route actuelle, la route du Puy, et jusqu'à Peniers, à la droite. Et là, c'est la route actuelle jusqu'à la Croix de l'Arbre. Voilà, alors j'ai oublié, je reviens un petit peu en arrière, j'ai oublié de vous montrer le trajet du chemin de César, de la voie romaine, au-delà de Chomly. Vous voyez qu'elle a quitté, elle s'est détournée de Chomly, comme de tous les autres lieux d'impression, et on la trouve ici, hein, au Sagne, et elle franchissait l'Arson, elle venait franchir l'Arson un peu plus bas, ici, sur un pont qu'on a appelé le pont de César. Alors, à ne pas confondre avec le pont de Rougier. Donc, vous la voyez ici, elle a bien un tracé et elle passe à aucun lieu habité. Et on la retrouve ici à Tenay. Tenay est aussi une exception. Donc voilà, je la reprends. Alors, la Bolène donc, est là, et notre chemin de César, notre voie romaine, elle vient simplement lui dire un petit bonjour à Peniers, et là elle repart, elle descend sur Montredon, la petite route de Montredon dans le Vallon. Et après, elle va, malheureusement, j'ai fait ça hier et j'avais pas de carte IGN de Saint-Julien, donc j'ai pas pu la représenter. Mais la partie plus au sud est tout à fait simple, donc on peut la retrouver très facilement et on la retrouve à partir de Saint-Genis. Donc voilà pour les tracés. Alors, ce que je vais passer au deuxième volet de l'intervention qui m'est été demandée, à savoir la borne milliaire de Chomly. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la grande satisfaction de la voir dans l'entrée tout à l'heure. Vous pouvez regarder plus tranquillement tout à l'heure. Alors, le chanoine Pombian évoque deux pierres milliaires qui auraient été trouvées dans les environs de Chomly. La première fut mise à jour dans le mur nord de l'église lors de son agrandissement en 1871. Composé de deux parties, l'élément inférieur comportait une inscription qui se terminait par Milia Passum Decem, 10 000 pas. Cette pierre a disparu. Voilà, c'est tout ce qu'on en sait. La deuxième, recueillie par la famille Lachassaigne de Seray, fut donnée au musée du Puy par le gendre de cette famille, M. Léogier, en 1826. Son inscription telle qu'elle figure aux annales de la Société d'agriculture et des sciences est la suivante. Donc c'est celle que vous voyez. Alors l'inscription est au centre. La traduction latine qu'a fait Mangon de la Lande est là, et la traduction française est là. Alors moi ce qui m'a surpris, c'est de voir Milia Passum ici, puis on voit rien, donc je ne sais pas d'où il sort les 12 000 pas, mais vraisemblablement c'est pas faux, à mon avis. Donc ça pourrait être 13 000 aussi, mais donc voilà pour cette mention. Alors, regardez bien cette inscription. Vous voyez ici en particulier, parce que c'est ça qu'on voit le mieux, CAE, hein, Caesar. Hein, les inscriptions étaient toujours
en initiale. Hein, regardez aussi, ici, devant le pio, vous voyez, il y a 3 points. Donc, comme c'est des lettres qu'il n'a pas pu lire. Et maintenant, on va passer à la... Donc ça, c'est le relevé qu'a fait mention Mangon de Lalande. Je l'ai pris sur son travail. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure, donc j'insiste pas. Et donc voilà la photo de la pierre. Alors ici, cette pierre, elle vous est présentée telle qu'elle figurait dans le musée autrefois, c'est-à-dire avec une inscription qui était repassée en rouge et où on lit quand même des choses. Hein. Et puis ici, c'est la même vue que j'ai prise moi-même avec Edith il y a un mois environ, sur la pierre que vous pourrez toucher tout à l'heure. Et donc, vous voyez, donc impérateur. Hein. Alors on a bien le P ici, là on ne voit pas, mais à cause de la pierre, on a bien le P. On a le C ici, qu'on voit un petit peu mal parce qu'il y a on a le A, on a le E, et on a un S, qu'on n'avait pas sur la description de Mangon de Lalande. Ensuite, je vous l'ai dit, regardez le pio, hein, pieux. Le pio, et devant, on lit bien Dro. Vous voyez ici, et ici on a toujours le O, on a le R. J'ai d'autres photos aussi prises selon le déroulé, et on s'aperçoit qu'il y est bien. Alors, je ne sais pas pourquoi Mangon de Lalande a mis 3 points, alors que les lettres sont parfaitement lisibles aujourd'hui, donc il y a 2 siècles qu'il a vu cette inscription, elle devait être encore bien plus claire que cela. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'aurait pas créé ces lettres après, comme pour prouver quelque chose? Mais bon, là, je n'ai pas la réponse. Et donc voilà, je n'insiste pas sur le reste. Le hante d'Antonin, on le lit bien ici aussi. Mais il y a autre chose qui saute aux yeux, et qui ne m'avait pas sauté aux yeux auparavant, mais il s'est trouvé que quand j'ai pris les photos, la pierre était sur sa palette, dans la salle où elle va être, j'imagine, par la suite présentée. Et il y avait un éclairage rasant depuis la base de la pierre. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a comme un bandeau qui a été bûché, comme pour faire disparaître un nom. Vous le voyez là sur le... C'est assez curieux ça. Alors c'est Sévère Alexandre, donc est-ce qu'on a voulu effacer son nom? Pourtant, ici, on a bien retrouvé quand même quelques traces. Ou est-ce qu'il y aurait eu un autre nom avant et qu'on aurait remplacé par Sévère Alexandre? C'est des questions que je pose. Bon, voilà. Alors, à propos de cette pierre, revenons à... Je n'ai pas donné ses dimensions, elle fait 90 cm de haut, 56 de diamètre moyen, et son poids 576 kg. C'est pas léger. Donc, ça m'a amené à comparer donc les inscriptions à la fois de celle que je vous ai donnée tout à l'heure, hein, celle-ci, et puis celle de Mangon de Lalande qui a vu plus de caractères qu'il y avait auparavant. Or, on sait que un autre millière a été trouvé à Montbouillou, mais il y a deux mentions, et en fait, qui se rejoignent. Et il semble bien que le millière de Chomely, dit de Chomely, et celui de Montbouillou ne fassent qu'un. Selon Mangon de Lalande, il aurait pendant des siècles servi de base à la croix du village de Montbouillou, avant d'être renversé et mutilé en 1793.
Donc, et il dit aussi qu'il a été donné par la famille de Sorel, de Chassel, au musée du Puy. Donc on a quand même des convergences. Et en fait, de 2 milliards, on en a fait. D'un milliard, on en a fait 2. Contrairement aux voix, on avait fait 2 voix, une. Là, pour le milliard, c'est l'inverse. Et puis là, comme je viens de vous le lire, il nous dit aussi que cette pierre a servi de croix dans le village de Mondouillou pendant des siècles, jusqu'en 1793. Et on a la trace, puisque à une des extrémités, on a la cavité dans laquelle était encastré le haut de la croix, un chou mince. Et curieusement, le côté où ils ont fait l'encastrement, c'est la base du millière. Ce qui fait que lorsqu'il était présenté dans le musée autrefois, on ne voyait pas ce côté-là, il était caché. Et donc les chrétiens qui se souvenaient par la croix avaient l'inscription devant eux, mais à l'envers. Voilà. Donc, alors, quant à la distance de 12 000 pas, je n'ai pas pu la vérifier sur la pierre, j'ai encore regardé tout à l'heure. C'est très difficile de lire une inscription. Donc, ça vaudra le coup d'y regarder de plus près. En tout cas, ça pourrait aussi être 13 000 pas, sachant que la dernière barre est pu disparaître. Et si on regarde la distance depuis Saint-Paulien, eh bien, 13 000 pas, ça nous porte presque à Mondouillou. Donc vous voyez, il y a quand même une certaine logique. Mais alors, la grosse difficulté, c'est que l'imprécision des lieux de découverte de ces colonnes milliaires ne permet pas, dans la quasi-totalité des cas, de les situer sur la Bolène, sur le chemin de César ou ailleurs, puisque les 2 voies, comme je vous l'ai montré, sont extrêmement proches dans ce secteur-là. Il est à noter que la seule borne encore en place dans le secteur, c'est à Saint-Jean-d'Aubrigoux, une pierre qu'on appelle la Croix des Sœurs, elle aussi a été christianisée, se situe sur une voie de liaison avec le Livradois et qui se détache de la Bolène à Chamonix. Donc vous voyez, quand on remontait la Bolène, on partait de Chamonix, on pouvait aller soit en direction de Lyon, de Fleurs, soit en direction de Livradois et de Clermont-Ferrand, tout simplement. À noter que cette voie aussi passe carrément sur le site de la Fonboine, le site gallo-romain qu'on a fait, gaulois gallo-romain, qu'on a fouillé sur le sommet, enfin entre les 2 sommets du Mont Maru. Alors, en dépit de ce qui a été écrit, il n'y a aucune raison pour que cette dernière borne ait été déplacée. Certains l'ont vu dans d'autres secteurs. C'est des pierres qui font peut-être 600 kg, ça ne peut pas les déplacer quand même pas comme ça, simplement pour une zone propre. Donc la distance de 13 000 pas portant à Marsac, parce qu'il disait 13 000 pas jusqu'à Saint-Paulien, ça ne colle pas. Seulement si on la lit dans l'autre sens, et bien 13 000 pas, ça nous amène à Marsac en Livradois, très exactement. Donc il y a une logique, donc il n'y a pas de raison que cette pierre ait été déplacée. Donc voilà. Et maintenant, si vous voulez en savoir davantage, si ça vous intéresse, eh bien, je vous propose de me contacter et puis on peut organiser des visites sur place. Et on ira parcourir ces voies dans les endroits les plus significatifs et ça vous permettra de concrétiser tout ce que je viens de vous dire. Voilà pour ma part, je vous remercie de votre attention et j'espère que... Si dans l'assistance, il y a des gens qui veulent intervenir, poser des questions, c'est avec plaisir que je donnerai la parole, notamment dans le sud des États-Unis. S'il vous plaît, quelle est la mesure d'un pas? Un pas, c'est
Là aussi, on n'a pas une précision extrême. C'est 1,44 m par romain. Alors que la lieue gauloise, c'est une lieue gauloise, c'est 2222 mètres. Mais encore une fois, selon les régions, on trouve certaines variations. Donc vous voyez qu'il y avait une certaine approximation. Mais en général, on arrive à trouver une certaine. Il y a combien de pas dans un livre romain? Alors, il y a 1000 pas. 1000 pas. Donc ça fait. Quand vous voyez MP sur une borne milliaire, c'est millia passum suivi du chiffre du nombre de 1000 pas. Ça veut dire qu'un 1000 romain, c'est 1400 mètres. Oui, voilà, environ. Hein. Je n'ai pas le chiffre exact, mais peut-être que dans l'assistance, il y a des gens qui vont. Voilà. Alors, il n'y a pas un livre, mais il y en a des quantités. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de ces ouvrages ont toujours repris ce qu'avait dit Duranson. Par exemple, sur la constitution de la voie. Il a fait un sondage sur la voie, sur la Bolène, sur ce qu'il croyait être la Bolène, et puis il a déterminé les couches, etc. Cette théorie des couches, on sait d'où elle vient. Elle vient de Nicolas Bergier, qui est un spécialiste, qui est un géographe en fait, du XVIIe siècle, et qui a écrit l'histoire des grands chemins de la Gaule. Et Nicolas Bergier explique que les voies romaines avaient la théorie des 3 couches. Pour certains, ça a été 4 couches. Alors, je vais vous dire 2 choses. D'abord, tel qu'on a compris avec la déduction, Duranson n'a pas fait son sondage sur la Bolène, mais il l'a fait sur la voie romaine, sur le chemin de Séville. Encore qu'il l'ait fait dans un endroit où cette voie est construite, c'est-à-dire qu'elle domine le sol environnant entre 1 et 3 pieds, il nous dit, et c'est vrai, ça dépasse même les 3 pieds. 3 pieds, c'est presque un mètre, c'est 99 cm. À un endroit, chez une porte le dimanche, on est bien dans le mètre 20. Mais selon les endroits, c'était assez. En fait, ils allaient avec les moyens du bord. Dans des régions où il y avait de la pierre, il n'y avait pas de problème, on pouvait s'approvisionner facilement, mais dans les zones où c'était moins pierreux, moins rocailleux, c'était quand même plus difficile. Donc les voies n'étaient pas toujours construites selon la même technique. Cela dit, ça dépendait aussi de l'ingénieur qui chapeautait les travaux de la voie dans un secteur donné. Il y a des gens qui sont plus ou moins zélés, plus ou moins compétents, donc on peut penser aussi qu'ils ont laissé leur marque. Et c'est peut-être le cas chez nous, puisque entre la route du Puy, la route actuelle du Puy et l'extrémité du plateau, c'est-à-dire vers Antreuil, l'Estrade plus exactement, on a une voie qui est construite, qui est surélevée. C'est vrai, on a plus cet effet, même si la voie que l'autre, elle se continue bien. Donc il peut y avoir eu des variations d'un ingénieur à l'autre. Maintenant, raisonnons par le bon sens. Vous savez ce qu'il en est des anciens chemins. Il faut recharger régulièrement. Donc vous imaginez en 2000 ans les différentes recharges successives. Si on fait un simple sondage, on a du mal à évaluer ce qui est antique et ce qui ne l'est pas. Par contre, on fait aujourd'hui, il y a des gens qui il faudrait le faire. Chez nous, on aurait plusieurs endroits qui seraient vraiment intéressants à faire un sondage, une fouille réelle, c'est-à-dire faire une tranchée en coupant carrément la voie depuis ses abords jusqu'à son centre, pour
déterminer une stratigraphie et voir exactement les différentes couches jusqu'où elles vont. Les recharges, en général, c'était surtout sur la partie centrale. Donc peut-être que sur les côtés, on y verrait un peu plus clair. Ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors là, si vous m'avez demandé un ouvrage, si vous êtes intéressé par la problématique des voies romaines, je vous conseille un ouvrage qui est paru il y a peut-être une dizaine d'années à peine, qui est de Gérard Coulon et qui traite des voies romaines en Gaule. C'est un ouvrage extrêmement sérieux et vraiment tout ce que j'ai pu y lire, on le retrouve bien chez nous sur le terrain et même ailleurs, puisque j'ai l'occasion de parcourir des voies ailleurs. À propos d'ailleurs, je vous ai dit que notre Bolène, par la voie romaine stratégique, notre Bolène, elle se retrouve à Saint-Paulien, mais elle se retrouve aussi chez les Gabales, à Andericton, Javol. Et à Andericton, ils l'appellent plus Bolène. Par contre, ils ont la montagne de Boulène qui franchit la voie. Donc, on retrouve quand même le toponyme Bolène. Alors, comme autre ouvrage, je serais tenté de vous dire de patienter un peu, on va faire une publication et le travail de l'abbé Dufieux va être amplement explicité. Parce que on ne l'a pas publié actuellement parce que c'est un travail de 120 pages, rien que sur les voies du canton de Craponne. Et il est assez compliqué pour celui qui n'a pas l'habitude. Parce qu'il dit tel tronçon, on va d'un endroit à l'autre. Et après, il dit venons maintenant à tel autre endroit. Donc il y a beaucoup de châssis croisés. Alors on va essayer de le publier dans le cadre d'une collection qu'on a déjà ouverte avec le moulin de Craponne. Et donc ce volume-là sera consacré aux voies antiques du canton de Craponne. Mais si je me tourne vers Marc de Rose, si on pouvait faire une publication dans tout le département et peut-être même au-delà, alors là ce serait intéressant. Mais il y a du travail à faire parce qu'il y a des secteurs où on ne sait pas trop où ça passe. Après Saint-Paulien, par exemple. Alors après Saint-Paulien, peut-être que je vais vous donner la parole. Marc. Surtout à Patrick Rossi. Ah mais Patrick. Qui est arrivé. Alors Patrick Rossi a fait un peu le travail de l'abbé Dufieux, notamment dans tous les études à partir de Saint-Paulien, et il a procédé comme l'abbé Dufieux par la recherche des toponymes. Donc il a pu mettre en évidence, et finalement ce que vous nous avez dit, qu'un passage par Pont de Vabre se justifierait bien mieux, et en fait la toponymie vient nous confirmer. Mais bon, je vous passe la parole. Oui, moi j'ai donc fait, comme c'était l'occasion, j'ai fait un ouvrage il y a 8-9 ans sur la partie qui part effectivement. J'ai rapidement survolé le côté Husson en forêt, donc ici au Magot jusqu'à Ruessiol, Saint-Paulien, et j'ai fait beaucoup de travaux de recherche, d'abord sur les lièvres et les terriers, et ensuite sur les cadastres napoléoniens, et j'ai passé 11 communes en revue, si je puis dire. Donc j'ai pu déterminer à quelques sections près le passage de la voie romaine qui descend donc sur Pont d'Aléras, Pont de Vabre. Bolène, ouais. Hein. Donc, et qui descend donc sur Pont d'Aléras, Pont de Vabre, qui remonte après sur Sanis. On a fait récemment cette petite balade et qui donc dans l'idée est à peu près convenable. J'avais d'ailleurs sur le milliard de Craponne et de Chauny la même indication que vous, c'est-à-dire qu'on a en fait jumelé deux informations, mais en fait il n'y en a qu'un, il n'y en a bien qu'un seul. Il y a les deux de la Baume, de Beaune-sur-Armont,
qui sont eux aussi non, mais ils ne sont pas identifiés comme étant sur la voie, eu égard aux 1000 personnes qui sont donc inscrits dessus. Ils ne pourraient pas être, puisqu'il y en aurait pratiquement 2 à 200 mètres d'écart. Oui, oui, mais de toute façon, on sait que c'est Aymar qui les a fait mettre là. On sait qu'il les a fait mettre là pour les protéger, mais en fait, ils ont été encastrés dans une construction. Oui. Une sorte de petit pour soutenir une sablière. Ouais. Mais je reste convaincu que ces milliers n'ont pas été bûchés comme il l'a regretté, puisqu'on lit encore très bien certains caractères. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait entreprendre avec la municipalité de Bonn, de les faire sortir et puis de peut-être refaire un peu ça. Alors, tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'éventualité d'enlever donc les lettres qui étaient gravées dessus, il faut savoir, il n'y a pas de preuve, mais il faut savoir que comme les millières étaient les uns empilés les uns derrière les autres, il a suffi au moment où l'empereur romain changeait, en fait, de gratter la partie qui était dessus et de remettre des lettres. Il n'y avait plus à chercher la pierre. Voilà. Et dans de très nombreux endroits, on a retrouvé ça. Et le millière du son en forêt, qui se trouve aujourd'hui dans le musée d'art et tradition populaire, voilà, avait vécu cette chose-là. Puisqu'on voit des lettres sur la partie qui est, alors que sur l'autre côté, il avait été creusé pour faire un abreuvoir. Est-ce que je peux vous proposer de continuer à converser, peut-être en prenant un café, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, ou autour de la borne directement dans le hall? Voilà. Merci. Merci, monsieur. Je réduis, hein. Si on avait abordé les jeudis, oui.